La team, aujourd'hui a eu lieu la tribu du PPACI animée par le ministre Kone Katina. Je vais ici vous présenter la vidéo où le ministre a décidé de démontrer depuis combien de temps le parti de Alassane Dramane Ouattara, en abrégé ADO comme lui-même il l'aime, oui il faut le rappeler, il aime bien quand on l'appelle ADO, mais il n'aime pas quand on prononce le nom de Dramane. Mais bon, si on a retiré Draman, Ado n'existe plus. Du moment où vous aimez Ado, acceptez qu'il s'appelle Draman. Voilà, faut pas refuser ce nom-là, c'est un très beau nom. Donc le parti d'Alassane Draman Ouattara a toujours tout fait. Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir en 2011, ils ont tout mis en œuvre pour que le président Laurent Gbagbo non seulement meure, mais comme ils n'ont pas réussi à tuer le président Laurent Gbagbo, ils ont tout fait pour qu'il ne rentre jamais. Il y a des gens qui vont me dire qu'ils n'ont jamais essayé de tuer le président Laurent Gbagbo. Arrête de dire ce genre de choses. Ils ont essayé de tuer le président Laurent Gbagbo. Sinon, expliquez-moi. Quand vous bombardez la résidence d'un homme, alors qu'il est à l'intérieur, avec sa femme et ses enfants, qu'est-ce que vous espérez? Si vous qui commentez, vous qui soutenez même Alassane Draman Ouattara, dites-moi, un seul instant, si quelqu'un venait et bombardait votre résidence, vous allez penser que cette personne veut vous faire quoi? Pour ceux qui disent que Ouattara n'a jamais essayé de tuer le président Gbagbo, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Il a tenté de tuer le président Laurent Gbagbo avec la complicité de la France, qui, par leurs chars de guerre, je vais dire, ont bombardé la résidence du président Gbagbo à l'époque. Et ils n'ont pas réussi, car l'homme propose et Dieu dispose. Maintenant, comme Dieu dispose, Dieu a voulu que Gbagbo ne meure pas. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont décidé de déporter le monsieur à la CPI. Là-bas aussi, dès lors où nous étions en 2013, le juge avait estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves pour garder le président Laurent Gbagbo dans les geôles de la CPI. Juste en 2013, le président était déjà blanchi. Mais comme ils avaient promis à Alassane Draman Ouattara qu'ils allaient retenir le président Gbagbo pendant 10 ans, leur procureur Fatou Bensouda est donc venu avec des appels, des recours, avec tout ça. Donc, ils ont tourné dans des conneries et ils ont gardé le monsieur là-bas jusqu'en 2019. Où ils ont tourné, le monsieur tourné. Et quand bien même la dernière décision est sortie, Fatou Bensouda a encore sorti un dernier recours. Vous pouvez donc voir comment le président Laurent Gbagbo s'est vu passer 10 ans loin de son pays pour un procès qui depuis 2013 avait déjà été clôturé. Et quand monsieur a compris que le président Gbagbo devait rentrer, il a donc commencé à activer le plan de la BCAO qu'il avait préparé depuis. Et pourtant que ce plan-là, Alassane Ouattara l'a préparé quand il n'était même pas encore président de la République. Il a pris un décret en avril, le 14 avril 2011, un décret qui voulait qu'on suive le président Gbagbo sur la carte de la BCAO selon lui. Et pourtant, le 14 avril, il n'était même pas encore président de la République. La loi ivoirienne dit qu'on devient président quand on prête serment. Mais est-ce que quand Ouattara prenait ce décret-là qu'il devait faire du président Laurent, parce que Ouattara, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'il ne reconnaît pas toutes les décisions que le président Laurent Gbagbo a prises. Il ne reconnaissait pas dans la gouvernance du président Laurent Gbagbo. Mais est-ce que quand il disait cela, c'est lui-même était déjà président? Non, parce qu'il n'avait pas encore prêté serment. La team, avant de continuer, si je vous laisse d'abord écouter le ministre Kone Katina. Écoutez. Corps du sujet, l'élément important. Alors, depuis 2011, toute la gouvernance, à la fois politique et économique du RHDP, vise une seule personne, le président Laurent Gbagbo. Tout, c'est-à-dire quand il se lève le matin, je dois faire quoi pour ne pas que ce monsieur-là, pour que ce monsieur-là ne revienne pas. C'est tout. Je fais comment pour ne pas que ce monsieur-là revienne en Côte d'Ivoire. Même s'il revient, je fais comment pour ne pas qu'il revienne au pouvoir. C'est tout le cauchemar. Et je vais vous expliquer comment. C'est un plan. Et nous avons envoyé à la CPI pour un plan commun. Sans preuve. Mais nous avons un plan ici commun avec preuve. Qu'ils ont élaboré contre le président Laurent Gbagbo. Et l'affaire du cas de la BCAO, on va en parler, n'est qu'un aspect de ce plan.
qu'ils ont déroulé au fur et à mesure qu'ils voyaient évoluer la situation à la CPI. La première chose qu'ils ont faite, le 11 avril, ils nous ont arrêté le président Laurent Gbagbo. Chacun de nous s'est cherché. Ceux qui n'ont pas pu se chercher se sont retrouvés en prison. Il y a des choses, je vois bien un prisonnier de Katoula ici. Et puis, 3 jours après, le 11 avril, avant même que le chef de l'État ait prêté serment, donc qui n'est même pas encore président, il prend une ordonnance. Et dans cette ordonnance, le 14 avril, ordonnance 2011-201 du 11 avril 2011, qu'il prend par ordonnance, pour dire que lui, il ne connaît pas tous les actes qui ont été posés par le président Laurent Gbagbo et son gouvernement. Mais cette ordonnance, non seulement elle est illégale, mais le drame qu'elle a produit en Côte d'Ivoire est énorme. Des gens étaient à l'école de police, on les a fait sortir. Des gens étaient admis, ils travaillaient, on les a fait sortir. Sur la base de cette ordonnance. Puisqu'ils disent qu'ils se sont rentrés à l'école au moment où le président Laurent Gbagbo était président. On les a radiés. Là, ils ont passé le concours, ils sont admis, on les a rendus à cause de cette ordonnance. Et pourtant, elle est totalement illégale et inacceptable. Et c'est sur cette ordonnance-là que les juges vont s'appuyer dans l'histoire de la BCAO là, pour qualifier les faits légaux qui ont été posés comme étant des faits délictuels. Elle est illégale pourquoi? C'est-à-dire, je ne sais, de deux choses l'une, soit dans l'euphorie, ce qu'on appelle l'état d'ébriété des nouveaux arrivants au pouvoir, parce qu'il y a un état d'ébriété dans lequel ils sont, ça leur a fait enlever la raison, mais aucun juriste sur terre ne pourrait demander ça, faire une telle ordonnance. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire l'ordonnance, il faut expliquer aux Ivoiriens qui nous écoutent, dans un langage assez simple, que notre constitution a prévu à séparer le pouvoir du président et le pouvoir du premier ministre. Du président et de l'Assemblée nationale. Il dit, voici, président, voici son pouvoir exécutif. Gouvernement, député, l'Assemblée, voici votre pouvoir. Mais comme on est dans un système un peu présidentiel, bon, compliqué, il dit, bon, mais de façon exceptionnelle, il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le président soit appelé, l'exécutif, à travailler dans un domaine qui n'est pas le sien, qui est l'Assemblée nationale. Dans ces conditions, il demande aux députés à l'Assemblée, donnez-moi l'autorisation, puisque je veux travailler dans un domaine qui est le vôtre, je veux que vous m'autorisiez à le faire. Et les députés s'assient et prennent une voie qu'on appelle la loi d'habilitation. Et généralement, ça dure 1 an. Parce qu'à la fin de l'exercice, il faut ratifier ça, il faut lui donner valeur légale, parce que ça ne vient pas de l'Assemblée nationale. Il faut lui donner donc la valeur d'une loi, et pour que ça donne la valeur d'une loi, il faut que l'Assemblée nationale adopte ça et endosse ça comme étant une décision, et alors on quitte le cadre de l'ordonnance pour devenir une loi. Le 14 avril 2011, quelle Assemblée nationale s'est réunie pour donner pouvoir à M. Ouattara de prendre cette décision? En tout cas, beaucoup de députés étaient en prison, soit en exil. Personne ne se souvient que l'Assemblée nationale s'est réunie. Donc, il n'y a pas de loi d'habilitation. Évidemment, s'il n'y a pas de loi d'habilitation, il ne peut pas avoir de loi de ratification. Je ne t'ai pas donné pouvoir pour faire quelque chose, donc je ne peux pas te ratifier. Donc, cette ordonnance, elle n'a ni loi d'habilitation
Elle n'a ni loi de ratification. Donc, en droit, elle est nulle. Elle est nulle. Je le dis haut et fort pour que les magistrats qui s'asseyent dans leur bureau et qui pensent que parce qu'on leur a donné un pouvoir, ils peuvent abuser de ce pouvoir-là, je leur dis, ils vont finir par nous envoyer tous en prison parce qu'on ne va pas se taire là-dessus. Donc, l'ordonnance est injuste. Et au dialogue politique, lorsque nous avons abordé la question, il dit, ah non, 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 c'était même pas, on n'avait pas besoin de la loi d'habilitation ni de la loi de ratification parce qu'on a étudié l'article 48. Chez nous, là, on dit quand tu fuis, le mort ne fait pas au cimetière, il faut aller. C'est quoi cette histoire-là? L'article 48, mais les conditions d'application de l'article 48 sont encore plus draconiennes que l'application d'une ordonnance. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un minimum de droit ne peut pas dire ça. Parce que dit l'article 48? Circonstances difficiles, le pays dans une situation difficile, c'est en fait ce qu'on appelle la dictature circonstancielle. Toutes les structures, les institutions de l'État acceptent ces fonctions et on remet tout le pouvoir au président, qui demande à vous jeter ce pouvoir au président. Comme le président l'a fait pour que l'actuel chef de l'État devienne candidat. Or, pour mettre cet article 48, voici ce que la loi dit. Premièrement, le président qui sollicite l'article 48 demande l'avis du président du Conseil constitutionnel, l'avis obligatoire. Yaoundé était au Ghana. Non, on en rit, mais voyez-vous comment les gens s'amusent avec un État? Deuxièmement, il faut que l'Assemblée se réunisse immédiatement. Elle se réunit de plein droit. On vient de se rendre compte qu'il n'y avait pas d'Assemblée. Donc, ce qui ne valait pas n'a pas valu pour l'ordonnance ne peut pas valoir ici non plus. Le président fait une adresse à la nation officielle. Bon, nous on était partis, on ne sait pas quelle la nation, l'adresse de l'affaire à quel moment. Vous qui étiez resté en Côte d'Ivoire, trouvez-moi l'adresse que vous avez fait. Donc, aucune des conditions de l'article 48 n'a été faite. Et pourtant, c'est cette ordonnance-là sur laquelle il s'appuie. Mais vous savez pourquoi? Ça leur règle le problème du président Laurent Gbagbo, mais ça règle un problème pour eux. Parce que quand vous avez pris cette décision-là, ils ont en même temps dit, ils ont donné instruction au trésor public de ne pas reconnaître comme salaire payé les 3-4 mois de salaire que nous avons payés aux fonctionnaires, de ne pas les reconnaître dans les écritures comptables. Mais le trésor est bloqué. Mais je fais comment? On a payé, c'est de l'argent payé. Parce que si on passe les écritures comptables, le vol ne se justifie plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu la logique. Si je ne passe pas l'écriture comptable, donc le vol ne se justifie. Mais en temps, le trésor, là, le trésorier, lui, il a prêté serment. Il sait qu'il a fait sortir de l'argent qui allait dans une situation. Donc lui, il ne parle pas, il met ça en compte d'attente et puis il attend. De toute façon, ce n'a pas été l'argent volé. C'est lui qui a exécuté la dépense. Donc, il est obligé de mettre ça en compte d'attente. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à peine on est tombé, moi j'étais au Accra et j'ai vu sur France 24 que Sarkozy, en tout cas le gouvernement français, offre 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour payer les arriérés de salaire. Je me dis, mais enfin, de quel arriéré de salaire s'agit-il? Puisque nous avions payé les salaires. Et sur les 400 millions, 200 millions ont été déjà payés. Qu'ils ont payé. Qui fait à peu près autour de 130 milliards. Mais comment justifier ça? Donc eux, par cette ordonnance, l'argent qu'ils ont pris, parce que dans la tête, ils n'ont pas payé les 200 milliards. Ils n'ont pas payé les fonctionnaires 2 fois.
Donc, l'argent qu'ils ont pris, eux, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. C'est ça, eux veulent qu'on comptabilise comme étant des salaires. Et les salaires qui ont été régulièrement payés, ils veulent qu'on laisse à côté. Il y a des idées, c'est-à-dire que tu t'assois, tu dis, il y a un niveau de sorcellerie, parfois tu dis, mais jusqu'à quel niveau les gens peuvent arriver à ça? Donc, parce que dans la tête, c'est du détournement des deniers publics. Parce que si tu me dis, le détournement des deniers publics, ça ne veut pas dire forcément que tu as plus l'argent. C'est-à-dire qu'on t'a donné l'argent pour quelque chose et toi, tu l'utilises à d'autres fins. Si tu dis que c'est des salaires, alors que les salaires ont été payés, donc tu as fait quoi de cet argent? Et donc, le Trésor a mis toujours en attente ce compte-là, le compte d'attente, jusqu'à chaque fois, la Cour des comptes les relance. Parce que vous ne pouvez pas, les comptes d'attente, là, ils durent 1 an. Après 1 an, il faut régulariser. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exercice budgétaire, comptable, il faut le régulariser. Enfin, ceux qui ont fait un peu de comptabilité savent ça, au moins. Ils ne les régularisent pas. Et donc, la Cour des comptes est embêtée parce que votre compte que vous avez, ce ne sont pas des comptes réguliers. À fond, il dit, ah oui, finalement, le Trésor a été obligé de leur écrire. Vous dites, ah non, non, vraiment, vous avez raison, mais c'est l'argent, on nous a demandé de ne pas reconnaître le salaire des fonctionnaires qui ont été payés, de ne pas les reconnaître. Ça veut dire quoi, ça? Donc, on va vous expliquer quand on va arriver au niveau de la BCA, vous allez comprendre le jeu qu'ils font. Parce que pour passer une écriture comptable, il faut c'est toujours deux parties. Le crédit et le débit. Donc, quand tu comptes un compte d'attente que tu dois le régulariser, il faut que tu le régularises en créant donc la source qui a justifié la dépense. En condamnant le président Jean Gbagbo, en nous condamnant, c'est-à-dire il nous crée comme des débiteurs fictifs de l'État et ça leur permet donc de régulariser leur comptabilité. Je ne sais pas si ceux qui ne sont pas comptables ne comprennent pas un peu le scénario. Les comptes d'attente sont des comptes qui sont faits pour être régularisés en fin des choses, en fin d'exercice. Et comme je n'ai pas un élément qui justifie, on me dit l'élément qui justifie la source, qui justifie la dépense que j'ai faite, on dit je ne peux pas la reconnaître. Donc il faut que je crée forcément une ressource quelque part. La ressource, c'est de me chercher un débiteur fictif. Et comme ils n'ont qu'un seul souffle de l'air dans leur tête, un seul cauchemar, ils disent bon, mettez ça sur la tête du président Laurent Gbagbo. Il devient notre débiteur. Donc, on va mettre sur le compte Trésor, vous allez voir, vol ou bien détournement, débiteur Laurent Gbagbo, Koné Katina, et ainsi de suite. Et puis, bon, ils régularisent leur compte avec ça. C'est pas sérieux. C'est pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Parce qu'ils savent que ça, là, ça va les rattraper matin. Donc, ça, c'était l'ordonnance. Les journalistes, vous aurez tous les détails, hein, parce qu'on n'a plus tout le temps pour écrire ça. Le petit détail sur l'ordonnance, c'est que pour faire une ordonnance ou l'article 48, il faut être président de la République. C'est pour qu'il faut avoir prêté serment. Donc, le 14 avril, on va prêter serment le 7 mai. Le chef de l'État actuel a prêté serment le 7 mai. Donc, il ne peut pas se prévaloir du titre de président de la République et signer une ordonnance à ce moment-là. Donc, dépasse à la racine même, cette ordonnance est fausse. Et quand on leur dit non, que dans la deuxième délibération du président du Conseil constitutionnel, il a dit c'est-à-dire il donne une légalité rétroactive aux décisions qui ont été prises. On leur répondit non. Il n'a même pas cette compétence-là. Le président du Conseil constitutionnel ne peut pas dire autre chose que la Constitution dit. La Constitution dit que tu as pris fonction à partir de tel jour. Tu ne peux pas faire ça. Et même si à supposer que ce soit vrai, alors il faut que l'acte en lui-même soit fondamentalement, d'abord, il respecte les normes qui soient intrinsèquement légales. Qui soient légales. Or, ce n'était pas un acte légal. C'est comme si tu disais, si tous ceux qu'on a tués pendant cette période-là, moi, Yaoundé, président du Conseil, je vous demande, il dit c'est légal.
Non. Voilà. Le deuxième point du plan, c'était la déportation du président Laurent Gbagbo. Nous tous l'avons appris ce que Mediapart avait dit. Vous vous rappelez bien qu'en 2017, Mediapart a relevé les conditions illégales dans lesquelles le président Laurent Gbagbo était parti. On a même arrêté le président Laurent Gbagbo sans aucun mandat. Voici ce que M. Louis Moreno Ocampo, déjà le 11 avril, dit. Au Fort Pro Ouattara de garder, il demande au Fort Pro Ouattara de garder prisonnier Laurent Gbagbo avant qu'un pays africain ne demande son transfert devant la CPI. Le problème à cette époque, le procureur ne disposait d'aucun mandat d'arrêt ni de saisir la CPI. C'est-à-dire, ça c'est Mediapart qui avait révélé. Au moment où le procureur de la CPI demandait d'arrêter le président Laurent Gbagbo. Puisque quand il arrêtait, il n'avait aucun mandat. Même en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun mandat compris. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Sur quelle base il a été arrêté? Sur cette base de déclaration. Illégalité absolue. On arrête quelqu'un sans mandat. Le 3 juin 2013, le président il passe devant le 5 janvier 2012, il passe devant les magistrats, puis il a été transféré le 29 novembre. Le 5, il passe devant les magistrats pour sa première comparution. Le 12, en principe, on doit te confirmer, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comprenez que la CPI, il n'y a pas de juge d'instruction à la CPI, comme chez nous ici. Donc, quand on vous envoie, il y a une chambre qui regarde, est-ce que l'affaire est sérieuse, ou ainsi de suite. Et déjà, le 3 juin 2013, la chambre est arrivée à la conclusion qu'il n'avait aucune preuve pour que le président Laurent Gbagbo soit poursuivi, même pas poursuivi par la CPI. En Côte d'Ivoire, on aurait appelé ça le non-lieu. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de preuve contre quelqu'un, on le fait partie. Mais comme leur obsession, c'était pour ne pas que le monsieur revienne en Côte d'Ivoire, en tout cas pendant les 10 ans qu'ils avaient donné comme mandat à l'actuel chef, parce que maintenant il est dans Bassou, c'est pourquoi les gars ne le regardent pas. Parce qu'on s'est donné le contrat, on dit l'homme, ton adversaire va le bloquer pour 10 ans pour toi. On finit 10 ans, toi tu dis il faut me donner 5 ans en plus. Ben, les gars, tu ne regardes pas. Chose quand même grave. En juin 2012, Fabius, ministre des Affaires étrangères, alerté par le même réseau de Ocampo, il se déplace et ils vont donner instruction à la CPI pour maintenir le président Laurent Gbagbo et aller chercher, demander au juge d'aller chercher des preuves supplémentaires. C'est-à-dire on t'arrête, on ne sait pas, tu n'as aucune charge contre toi, mais on t'enferme, on dit va chercher des preuves supplémentaires, va chercher les raisons pour lesquelles on l'a arrêté, il faut aller chercher maintenant. C'est exactement ce que ça veut dire. Et ça aussi, tous les détails sont dedans. Hein. Comment Ocampo a eu l'information et comment il a réagi par rapport à ça. Et nous avons fait la suite. Mais savez-vous, Dieu est Dieu. C'est-à-dire ceux qui... Quand la juge de la CPI a fait demander son appel, mais j'ai ri. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Si on avait libéré le président Laurent Gbagbo le 3 juin 2013, le président Laurent Gbagbo était encore susceptible d'être poursuivi parce qu'il n'était pas acquitté. C'était un non-lieu. Un non-lieu, ce n'est pas un acquittement. Le juge dit, ah, moi, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne peux pas te poursuivre. Ça ne veut pas dire que tu es innocent, mais tu restes encore parce que s'il y a d'autres éléments, je peux te poursuivre. Ce n'est pas un acquittement. Mais les éléments pour lesquels on avait demandé le non-lieu et qu'ils ont refusé pour que le président sorte, finalement, c'est les mêmes qui vont intervenir en fin de procédure quand le juge va dire les éléments que vous m'avez envoyés sont d'une faiblesse exceptionnelle, les preuves, je ne peux pas condamner, on ne peut pas poursuivre le procès. Mais cette fois-ci, on ne le renvoie pas comme un non-lieu, on lui donne un acquittement, c'est-à-dire qu'il met fin à la procédure. Vous voyez-vous un peu, les mêmes causes auraient produit des effets différents, un effet en 2013 qui aurait été différent,
Le président aurait été libre, mais sous la capacité d'une poursuite. Mais là, nous sommes en 2018. Là, c'est un acquittement total sur la base des mêmes faits. Cette crise-là, même quand on ne croit pas en Dieu, il y a beaucoup de signes qui méritent pour lesquels on se pose beaucoup de questions. Troisième acte, ils ont posé le procès du cas de la BTAO. Alors, ce procès, c'est le seul procès au monde où les juges ne souhaitaient pas que le condamné soit présent, l'accusé soit présent. C'est le seul procès au monde, et ça je le dis avec tout le sérieux. C'est le seul procès criminel, donc pénal, dans lequel les juges, leur objectif c'était que l'accusé ne soit pas présent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nous, on n'a pas reçu officiellement la décision de condamnation du président Laurent Gbagbo. Mais on a reçu un exploit qui circule là. Vous avez vu l'exploit qui circule de part et d'autre. Vous avez vu le voir. Donc, chacun là-dessus. Et nous avons fait notre analyse. De quoi s'agit-il? Quand on a lu, quand j'ai fini de lire ces documents, je me suis dit, celui qui a un minimum de conscience, aussi gros qu'un grain de fonio, bon, ça vient de chez nous. J'espère que vous connaissez le fonio. Non, le grain est encore plus gros. Un grain de fonio va comprendre la manipulation qui a dans ce dossier. La Cour qui a rendu cette décision a été présidée par M. Meïté Suleiman, président, et comme assesseur, M. Kofi Konan Émile, et deuxième assesseur, Mme Konan Afou Hortense et pour Santé. On les dit pour que l'histoire retienne les noms des uns et des autres. On ne va plus faire les choses avec enveloppe. Que les enfants des uns écoutent ce que leurs parents font. Que les époux et les époux des autres comprennent ce que leurs parents font. Pour que jamais, pour que leur propre histoire, l'histoire puisse juger et que eux-mêmes, ils sachent comment, quand le verdict de l'histoire arrive, pour ne pas qu'il soit surpris par le verdict de l'histoire. Le ministère public était représenté par le procureur Adou Richard lui-même. C'est un dossier où il n'a pas donné à quelqu'un. Lui-même, il était président. Ça a été un procès très long, contrairement à ce que vous pensez. Comme quoi, tout ce qui concerne le président Laurent Gbagbo, c'est des procès qui ne sont jamais à court. Le procès a commencé en 2015. L'affaire a été appelée la première fois en 2015. Devant un tribunal constitué qui avait été un premier tribunal. Et il sera interrompu, on ne sait pas pourquoi. C'est les 7 juillet qu'ils ont fait l'appel la première fois. Après, et en 2016, il est revenu. Ça a été reconstitué. Les juges sont revenus sur l'affaire. Et ils devaient donner leur verdict le 21 juin 2016. Le président de cette cour, le juge Ahmed Koulibaly, va reporter la séance. Et dans ce rapport, il dit ceci. Les éléments sont en l'état insuffisant pour juger. Les éléments sont en l'état actuel insuffisant pour juger. Plus loin, il argumentera pour dire qu'aucun élément ne permet pour l'heure de connaître la somme d'argent qui a été volée dans les coffres de la BCAO en janvier 2011, ni la valeur marchande des préjudices que cela a causé. C'est des propos du juge qu'on a trouvé dans la presse. Donc, il n'y a pas de délibéré. Parce que les juges disent qu'ils ne sont pas nombreux, qu'ils n'arrivent pas. Et puis, c'est que dans leur langage, ils ont rabattu les délibérés, c'est-à-dire ils reportent une date. Bon, voilà. Et ils ont instruit un membre de ce tribunal-là d'aller mener des enquêtes supplémentaires. Et ils mènent ces enquêtes, ce juge. Toutes les personnes, et c'est à ce moment-là que les juges vont découvrir que c'est une histoire qui échappe leur entendement. Puisque tous ceux qui étaient censés être volés
la BCAO, les banques, quand ils sont allés les voir, les gens disent, nous, on ne témoigne plus, on a fait nos audits, on ne nous a pas volé. Seules 2 banques ont témoigné, déposé, ce qu'on appelle la déposition, ont déposé. Il y a la CNCE et la BNI. Mais la déposition de la CNCE est très intéressante. Puisque le directeur de la CNCE dit, oui, ma banque a été braquée, mais elle a été braquée le 19 avril par les SRC. Wow. La déposition est là. C'est un magistrat là qui dit ça, là, c'est clair. Il a même donné le numéro d'immatriculation des véhicules. Oui, j'ai été volé, c'est vrai. Mais c'était le 19 avril 2011 et c'était volé par les FRC. Déposition du directeur général de la CNCE. Pourquoi FRC? Donc, l'affaire est bloquée. Et puis un matin, tous les magistrats qui étaient dans cette cour-là, on les a tous affectés. L'affaire est restée sans bruit. Et puis, elle va reprendre, subitement. Elle reprend subitement en novembre 2017. Dans la deuxième quinzaine du mois de 2017. Mais elle reprend, et il y a une coïncidence de calendrier. C'est que le porte-parole du président Laurent Gbagbo est parti rendre visite au président Laurent Gbagbo. Et il a fait une conférence. Il a été reçu à TV5 le 1er novembre 2017. Et il décrit, allez-y, regardez cette conférence, les conditions de détention du président Laurent Gbagbo, que beaucoup d'Ivoiriens ignoraient. On décrit. Donc, quand le porte-parole, je n'ai pas dit son nom, se retrouve au Ghana, il rentre au Ghana. 2 semaines, on nous apprend qu'on est condamné. Il y a un projet qui joue derrière nous, on est condamné. Donc, dans la réalité, c'est cette coïncidence-là. Est-ce que c'est une coïncidence du social hasard? Mais, je l'ai dit, nous le disons pour que les gens écoutent et sachent comment ça fonctionne. Mais, pendant ce procès, les non-magistrats, et pourquoi je dis que tout a été fait pour ne pas que le président Laurent Gbagbo soit présent. Quand la nouvelle cour vient, toutes les exceptions qui avaient été relevées, c'est-à-dire toutes les irrégularités, on appelle exceptions, c'est-à-dire quand les fautes, en fait, la non-observation des procédures qui avaient été relevées devant cette cour, notamment que cette cour était incompétente pour connaître le cas du président Laurent Gbagbo. 2, la procédure n'avait pas été respectée. 3, l'assignation, c'est-à-dire on te cite à personne, c'est-à-dire on te donne ta convocation là dans les mains de celui qu'on poursuit, ou moins dans des conditions qui sont telles que la personne est censée avoir reçu ça. Toutes ces exceptions ont été soulevées. Mais la nouvelle cour qui vient, et dont j'ai soulevé les membres tout à l'heure, quand ces exceptions sont soulevées, notamment l'assignation, parce que comment ils ont procédé à l'assignation, pour vous dire pourquoi ils ne voulaient pas du tout que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais le président lui-même l'a dit, il dit tout l'univers, c'est même pas le monde entier, c'est tout l'univers. Tout l'univers, les habitants de Mars, partout, tout le monde sait que le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Et il est allé là-bas par un avion présidentiel. Gourmand 3. Le président même connaît le nom. Il connaît le nom du pilote. Tout le monde sait, sauf les juges ivoiriens. Et ils ont donné l'assignation à une autre personne. Et quand l'avocat du président qui a informé arrive, il dit, mais attendez, votre chose, c'est pas sérieux, vous ne pouvez pas faire ça, c'est illégal. Les juges disent, non. Écoutez bien, tu n'as pas la parole ici. Tu ne peux pas prendre la parole. Il a raison, les juges ont raison. Parce que en matière pénale, on t'assiste, on ne te représente pas. Tu es là, et puis l'avocat t'assiste. Il dit, moi, comme ton client n'est pas là, tu n'as même pas le droit à la parole. C'est-à-dire que la question qu'est-ce qu'il a soulevée là, on ne va même pas la regarder sur le fond. Dès que ton client n'est pas là, vous n'avez pas droit à la parole.
Vous comprenez que, donc, dans la réalité, si le président Laurent Gbagbo était là, toutes ces exceptions-là auraient porté. Donc, l'objectif de toutes les manœuvres, c'était pour éviter justement qu'il ne soit pas là, pour que ces exceptions-là, qui sont grossières, ils puissent les ignorer. Donc, l'absence du président Laurent Gbagbo a été voulue par les magistrats. Il a été voulu par les magistrats. Et chose bizarre, quand ils finissent leur notification, mais l'avocat vous dit qu'il ne peut pas parler, car lui voulait lui dire, voici la condamnation de ton client. Mais vous dites que je ne peux pas parler. Je ne peux pas l'assister. Moi, je ne sais même pas où il est. C'est vous qui savez où il est. Allez-y, que la loi dit c'est à cette personne, vous devez lui remettre. Vous comprenez pourquoi je dis que dans la réalité, il y avait beaucoup, il ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo soit là. Mais même sur le fond de cette affaire, des juges s'asseyent et ils disent que le décret qui a été pris par le président Laurent Gbagbo pour réquisitionner la BCEAO est illégal. Parce que, selon eux, la communauté internationale, nos magistrats, je vous dis la décision, la communauté internationale reconnaissait M. Ouattara comme président. Voici des gens qui sont assis. On a payé leur salaire. Pendant ce temps, ils n'ont pas attendu le salaire de la communauté internationale. Ils ont pris le salaire, s'occuper des enfants, de tout. Et subitement, matin, ils disent que eux, leur jugement part du fait. Donc, l'article 98 de la Constitution, qui dit que les délibérations du Conseil constitutionnel sont opposées à tous, y compris au Conseil constitutionnel, les magistrats, ils savent qu'ils n'avaient pas de compétence pour juger de l'illégalité de cette délibération-là, de ces décrets-là, sans se référer, au moins soulever l'exception de constitutionnalité, c'est-à-dire envoyer ça devant le président du Conseil constitutionnel pour voir est-ce que ces décrets étaient chauds. Non, et ils sont partout dessus. Mais pourquoi? Sur la base de l'article de la fameuse ordonnance 2011. Donc, tout est faux depuis le début. Tout est illégal. C'est le seul procès. Il ne voulait pas que le président Laurent Gbagbo soit présent parce que son absence les arrangeait. Et ça les arrangeait pourquoi? Et c'est sur ce point qu'on va arriver à cause de ce qu'on vit maintenant, la CEI. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi ils ont sollicité l'amnistie. Quand ils donnent l'amnistie, ils donnent une amnistie sélective. Or, sur ça, il faut aussi qu'on insiste pour que les Ivoiriens comprennent ce qu'on appelle une amnistie. L'amnistie est claire. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas deux types d'amnistie. Il y a un seul type d'amnistie. C'est l'effacement, le pardon collectif sur des faits considérés comme délictuels, de sorte que le caractère délictuel de ces faits disparaît. Donc, quand il disparaît à l'égard de tout le monde. Les latins disent erga omnes, ça disparaît à l'égard de tout le monde. Il n'y a pas d'amnistie sélective ici. Même si vous n'aimez pas le président Laurent Gbagbo, mais ce n'est pas lui qui a créé, il n'y a pas d'amnistie sélective. En France, oui, il y a une amnistie sélective, mais les conditions, c'est quoi? C'est que pour le mérite de quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de choses à la nation, il est impliqué dans une affaire à cause de son mérite. Et ça a existé pendant les résistants. Les résistants, on dit bon, on leur accorde une amnistie grâce à leur mérite personnel. C'est le seul cas d'exception, mais ça, c'est en France, ça existe. Donc, il n'y a pas une amnistie où on enlève la personne du fait, je dirais, de ce qu'on n'aime pas. Voyez-vous un peu la différence, chers amis? Donc, voilà la réalité. Voici la réalité. Donc, cette amnistie, elle-même aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est en droit d'exiger qu'elle lui soit appliquée. Parce que vous ne pouvez pas effacer des faits et puis les maintenir. Ça veut dire quoi? La radiation de la liste électorale.
Donc, tout cela, c'était pour ça. Hein. Vous voyez le scénario, comment c'est organisé jusque-là. Donc, depuis le mois d'août 2020, le président Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste électorale, dans les conditions qu'on sait. Il a saisi le tribunal, pour corriger le tribunal, il a donné raison à la CEI. Et puis, sur la base d'un certain de casier judiciaire, on dit le président a 8 enfants. Enfin, ils ont écrit n'importe quoi sur le casier. Bon, il fallait faire quelque chose rapidement. Et on saisit la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, je vais vraiment insister sur ça pour que les gens comprennent pourquoi on ne peut pas être d'accord avec Cubier. On l'a déjà dit, on va revenir là-dessus. La décision de la Cour africaine des droits de l'homme s'impose et à effet immédiat, sans autre forme de procédure, du fait tout simplement que nous avons ratifié les traités de la Cour africaine des droits de l'homme. À partir de ce moment-là, la Cour africaine des droits de l'homme devient comme une cour interne. Elle devient une cour interne. On a déjà fait, on ne va pas insister là-dessus. Et quand il dit, je ne sais pas laquelle des décisions attribuées, mais ça, c'est la plus grosse faute juridique. Parce que justement, nous sommes allés là-bas parce qu'on n'a pas trouvé de solution en interne ici. Et donc, la primauté, on dit en droit, la subsidiarité d'une cour confère la primauté de sa décision sur la cour commune. Comme c'est une position subsidiaire, donc la décision qu'elle prend là-bas, elle s'impose à la cour de droit commun. Bon, ça, Cuvier peut me dire qu'il sait ça au moins. Donc, l'opérateur en fin de course, pour parachever le plan, c'est la CEI. Tout ça là, c'est calculé pour qu'on en arrive à ce que nous vivons aujourd'hui. Comment faire pour que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste? Tout ce que vous avez vu là, toutes les violations de ces règles-là, c'est pour ne pas que on veut l'exclure des débats politiques. Ils l'ont tenté physiquement, ça n'a pas marché. Ils l'ont envoyé à la CPI, ça n'a pas marché. Ils veulent le faire maintenant en interne. C'est vraiment, pour prendre l'expression, en je m'en fous, quoi. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et c'est pourquoi nous demandons aux Ivoiriens de se mobiliser. Parce qu'une injustice, quand elle est faite à une personne dans un pays, le plus petit de nos concitoyens, en tout cas le moindre, s'il y en a de nos concitoyens, a droit à la solidarité lorsque une injustice lui est faite, en plus forte raison à un ancien président de la République et quelqu'un qui est leader d'opinion. Et nous appelons les Ivoiriens à se mobiliser pour cette cause-là. On ne peut pas construire la réconciliation sur la souffrance du président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu pourquoi nous disons que tout a été fait. C'est un plan structuré depuis le 2011 jusqu'à aujourd'hui et qu'ils essaient d'adapter au fur et à mesure qu'on avance. Et l'objectif principal est le même. Le président Laurent Gbagbo doit être écarté d'une façon ou d'une autre du débat politique. Et ça, nous n'accepterons pas. On ne peut pas accepter d'autant plus qu'eux-mêmes, vous êtes venus trouver un pays. Vous avez dit de vous donner le pays. J'aborde maintenant le deuxième point, comme on a un ajustement structurel. Un pays, vous dites que vous êtes des experts internationaux et de vous laisser le pays. Bon. Mais pour ça, l'un des dignifiés de ce pays, vous faites tout pour l'écarter. Bon, on vous laisse le pays. Et au moment où vous arrivez dans notre pays, vous prenez le pouvoir dans les conditions qu'on sait. Ce pays, il y a une histoire. Les gens ont fait des sacrifices énormes pour sauver le pays du naufrage économique. Dans lequel, et je dirais pour lequel, l'actuel président de la République n'est pas, ce naufrage-là est partie prenante. Il a été quand même Premier ministre ici, envoyé escalité pour sauver la Côte d'Ivoire de 90 à 93. On oublie très souvent de lui demander le bilan qu'il en a fait. Vous nous laissez un pays super endetté. Le président Laurent Gbagbo se débat
en faisant, non seulement vous restez dans un pays super endetté, il prend le pouvoir, vous l'attaquez, c'est-à-dire il est sur deux fronts. Il tient ces deux fronts. Il arrive même à expurger les saletés économiques que vous avez laissées dans notre pays. Et créer le PPTE. On arrive au point d'achèvement, au point d'initiative PPTE. C'est-à-dire on a travaillé et les résultats, bon, par la force des choses, vous avez changer les résultats que vous avez pris, par la force des armes. Mais faire ça bien, comment se fait-il que nous passions donc d'une dette de 2400 milliards qu'on vous laisse en 2011 à peu près 24 000 milliards en 2021? Vous avez fait quoi avec ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour que nous arrivions aujourd'hui en 2021, pour que le FMI nous oblige? Vous êtes obligé d'aller continuer le FMI qui nous met dans sous ajustement structurel. Parce que dans la réalité, nous sommes sur ajustement structurel. Il n'y a pas longtemps, on vous a expliqué comment le FMI fonctionne. Le FMI, là, c'est les gens du riche du monde, les grands pays qui ont créé et la Banque mondiale et le FMI pour contrôler l'économie du monde. Mais si vous vous comportez mal et que vous êtes malade, vous allez les voir, ils vous prescrivent un médicament correspondant à votre état de santé. Et l'état de santé dans lequel nous trouvons la Côte d'Ivoire est un état comateux. Ce n'est pas parce que le malade, là, vous l'habillez très bien, ou le mettez cravate, ou vous mettez parfait sur lui qui n'est pas malade. Et la Côte d'Ivoire est malade. Elle est économiquement malade. Et ce n'est pas de la propagande, ce n'est même pas des trucs politiques, c'est la réalité. Et aujourd'hui, ils sont allés chercher 2100 milliards à l'FMI. 2100 milliards de francs CFA. Mais eux, quelles sont les conditionnalités qu'ils te posent? Quand ils te prêtent là, parce que quand tu viens les voir, c'est parce que tu es malade. Donc, ils te prescrivent l'ordonnance qu'il faut. Dis-toi, ton taux de glycémie est trop élevé. On va diminuer ton sucre. Ton cholestérol là n'est pas très bien. On va diminuer ta graisse. Mais eux, quand ils diminuent la graisse là, mais c'est le peuple qui souffre. Et donc, ils imposent un certain nombre de choses. Et parmi les choses, ils demandent de mobiliser les ressources internes au maximum. Or, ils sont à un niveau tel qu'ils ne peuvent pas élargir l'assiette de l'impôt. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent, donc, ils demandent aux entreprises d'augmenter les chiffres d'affaires. Et dedans, il y a la CEI. Bon, on a le même problème, c'est ça. Quelqu'un a dit quelque part que, encore là, on a deux problèmes. Si ce n'est pas la CIE, c'est la CEI. Bon, j'ai vu ça quelque part. Les Ivoiriens ne demandent pas d'humour, alors donc, quand il a la CEI, quand on a la CIE, on est... Et donc, il y a une certaine mesure qu'on leur a imposée. Puisque la situation économique du pays nécessite ça. On est dans une situation d'insolvabilité de la dette. Si on ne corrige pas ces restrictions, nous sommes insolvables. Il y a la question de l'inadéquation entre les charges de l'État et les ressources. Donc, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez amassé? Donc, on leur a posé un certain nombre de conditions. Ils doivent augmenter leurs recettes intérieures. Et comment les augmenter? C'est de frapper sur les secteurs du productif. Première tentative qui n'a pas marché, Internet. Vous vous souvenez? C'est le gouvernement qui a demandé d'augmenter le coût du data. En augmentant 18% de TVA là-dessus, ça augmente les chiffres. C'est un produit. Si tu ne peux pas augmenter le taux, augmente la matière et puis tu augmentes, ton produit augmente. Il faut qu'il augmente l'électricité.
Alors, ils disent non, que c'est pas grave, on a exclu les classes sociales, ainsi de suite. Mais ça, parfois, les gens, ils parlent comme si... OK. Quand vous avez exclu les classes sociales là-dessus, et vous mettez là sur les entreprises, là, parce qu'ils ont augmenté, ils demandent aux entreprises aussi d'augmenter le coût de la chose. Mais quelle est l'entreprise qui va produire et venir vendre à perte? Mais pourquoi nous sommes arrivés à des déficits de la télé? Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La politique, la propagande, la politique, ce n'est pas de la politique. Tu peux faire on fait la propagande pendant un mois pour gagner les élections. Mais quand on finit là, la propagande est finie. La réalité, il faut gérer. On dit, ah oui, mais on a 85 ou 90% des territoires ivoiriens est électrifiés. Mais pendant ce temps, tu as produit combien de mégawatts? Tu es venu trouver le travail que les gens ont fait. Demandez au gouvernement là, actuel, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, combien de mégawatts supplémentaires ils ont produit. Donc, forcément, vous créez un déficit. Quand on y ajoute leur sport favori, là, ils jouent en interne. Maintenant, ils sont arrivés en international avec le Conseil de l'Entente. On faisait ça entre nous ici, et puis bon, mais là c'est trop fort pour eux, ils sont allés reporter là-bas au Conseil de l'Entente. Vous êtes au courant de ce qui se passe là-bas. Donc, mauvaise gestion, mauvaise planification, corruption. Et on arrive à ces résultats-là. Et maintenant, c'est le peuple qui doit porter le fruit. On augmente l'électricité. On leur demande d'augmenter le taux de TVA sur les produits qui étaient au produit réduit. Parce qu'il y a certains produits, l'huile, ainsi de suite, qui sont de grande consommation. On a mis un taux de, généralement c'est 10%. Le taux de TVA est autour de 18%. Il y a des taux réduits qui vont de 5 à 10%, 11%. Le FMI leur dit, il faut augmenter, il faut porter ça à 18% au taux normal. Ça veut dire quoi? TVA là, ça veut dire tout va augmenter. TVA là, nous les techniciens des taxes, c'est la valeur ajoutée. Mais dans la réalité, c'est tout va augmenter. Tout, tout, V, A, va augmenter. Donc, si vous touchez sur le taux de la TVA, donc tout augmente. Et c'est les bases, les populations faibles qui en pâtissent. On leur demande d'enlever la subvention sur le gasoil. Jusque là, vous avez vu que les gasoils ont mis le gasoil. Vous ne pouvez pas tenir. Si vous n'avez plus d'argent pour tout subventionner. Donc, il faut augmenter, il faut enlever la subvention sur le gasoil. Et qui dit que vous avez de la subvention sur le gasoil, le transport en flèche. Enlever la subvention sur le blé, on leur impose. Mettre la TVA sur certains produits, y compris les médicaments, on leur demande. Oui, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, actuellement, ils freinent. Ils freinent pour attendre les élections. Parce qu'ils ne veulent pas tout faire maintenant pour qu'on les chasse pendant les élections. Donc, ils freinent, mais pour l'électricité, vous ne pouvez pas tenir. Et là, ils n'ont pas fini à l'électricité. Ils sont en train de réfléchir. S'ils ne font pas qu'ils viennent aux factures mensuelles. Parce que là, on les soit, c'est 2 mois. 2 mois, là. Ils ont besoin d'argent. 2 mois, ça fait 2 mois de TVA que vous gardez. Donc, ils ont besoin de ça dans l'immédiat. Ils sont en train de réfléchir à ça. Ça, ils ne sont pas encore arrivés là-dessus parce que la CIE se pose un peu parce qu'elle se dit, ça suppose qu'il faut qu'ils changent leur mécanisme de production de la facture, ça va faire des surcoûts pour eux, donc c'est pourquoi ça traîne. Sinon, c'est à la table. Vous verrez, toute cette fiche-là, tous les détails sont là-dessus, c'est pour gagner du temps. On n'a pas envie de faire tous ces détails là-dessus. Donc, voici un régime qui se comporte exactement comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui n'a pas de cheveux et qui va acheter des peignes. Et sa priorité, c'est d'acheter des peignes. Qui est aveugle, sa priorité, c'est de chercher des miroirs. C'est comme ça exactement le régime là fonctionne. L'inversion des priorités. Un aveugle qui a faim, il dit je cherche un miroir. Je cherche un miroir.
Et c'est dans ça que nous sommes. Tout simplement parce qu'ils pensaient qu'en faisant du blim-blim, on aurait oublié le président Laurent Gbagbo. Mais l'économie, ce n'est pas du blim-blim. L'économie, ce n'est pas du blim-blim. C'est des priorités. Quand vous prenez la dette et que vous investissez, il faut que dans les 10 ans avant que, les 10 ans avant que vous ne commencez à rembourser, c'est-à-dire la période de grâce, vous puissiez, votre investissement vous permettre de faire face au remboursement. Mais si vous êtes incapable de le faire, et vous êtes dans ça, et c'est dans ce contexte-là énorme que nous vivons. Et c'est dans ce contexte que des paupérisations grandissantes avec la mévente des produits de rente. Nous allons en parler à la prochaine tribune, sur l'anacarde notamment. Comment l'anacarde au nord, comment ça aussi, il y a une propagande sur l'anacarde qui a justifié aujourd'hui la situation. La prochaine tribune, on va en parler. Et voilà ce que ce gouvernement nous envoie. Non seulement ils sont capables de régler, ils sont incapables de régler les problèmes économiques de la Côte d'Ivoire, mais en second point, ils cherchent à créer des troubles en s'attaquant sur à des questions qui sont manifestement porteuses de troubles. On ne sait pas pourquoi. Donc, chers camarades, c'est un dossier complet de 24 pages qu'on a préparé pour vous. Vous aurez tous les chiffres sont dedans, sur la CEI, CIE, tous les chiffres sont dedans, et ainsi de suite, pour qu'on explique à nos compatriotes qu'il est temps qu'on dise au régime RHDP, c'est bon. Et c'est ce que le prélat a dit, l'évêque a dit. Il n'a rien dit d'autre. Il n'a rien dit d'autre. Tu dis que tu es venu construire 5 universités, on ne sait pas où c'est. Parce que Boîtier là, ça existait avant. Bon, moi, on ne sait pas où c'est. Mais on est quand même là. Oui. Bon, il dit qu'on est dans 2 mondes différents. Oui. Nous, on est dans vraiment 2 mondes différents. Je vous avais dit, je vais finir par là. Ceux-là, c'est des spécialistes du rugby. Nous, on joue au football. Les règles ne sont pas les mêmes. Ils sont dans leur monde, oui. Nous sommes dans notre monde. Le monde que nous vivons là, c'est le monde de la pauvreté. C'est le monde de la rareté. C'est le monde des échecs scolaires. C'est le monde de la drogue. C'est le monde de la généralisation de la prostitution. Féminine comme masculine. C'est ça que le RHDP va nous laisser comme héritage dans ce pays. C'est ça qu'il veut nous laisser dans ce pays. Et il ne veut pas qu'on en parle. Et comme ils n'ont plus d'idées, il faut l'extorsion des fonds. Moi, je ne comprends pas pourquoi un premier ministre va s'asseoir pour dire « Ah, je suis venu vous donner une bonne nouvelle, hein. Je vais mettre un péage entre ici et Daloa. » Ça intéresse qui? Je vais mettre pont de pied. Et oui, il faut en déclaration, non, vraiment, je suis venu vous dire, vraiment, remerciez-moi, je fais du bon travail, je vais mettre péage, vous allez payer pour passer de Daloa à Issia. Ça ne va pas suffire, bientôt, là, c'est aller au champ, là, on va nous trouver sur la route. Oui, mais parce qu'ils sont dans l'impasse. Chers camarades, chers membres de la direction du parti, chers amis de la presse, voici l'état de la Côte d'Ivoire. Notre parti reste mobilisé autour de ces 2 questions-là. Il est hors de question que le président Laurent Gbagbo soit exclu du débat politique. Après avoir écouté le ministre Kone Katina, nous convenons tous ensemble qu'il a tout établi. Hein. Nous n'avons plus rien à ajouter. Parce que le ministre Kone Katina, c'est le porte-parole du parti. Et donc, c'est d'abord un digne intellectuel qui a quelque chose à dire. Il n'a rien à voir avec des moutons. La team, pour ceux qui me suivent depuis et qui aiment bien ce que je fais, vous me demandez souvent de bloquer les ados moutons qui sont dans mes commentaires. Écoutez,
Je mène un combat de la liberté. Et pour moi, la liberté d'expression est très importante. Même quand des gens viennent m'insulter, m'attaquer, pourtant ils n'ont pas d'idée. Vous savez, ils viennent souvent vous attaquer sans véritablement apporter une idée dans le sujet principal. Ils vont vous attaquer sur votre personne, sur votre nationalité, d'où vous venez. Ils ne s'attaquent pas sur ce que vous dites dans la vidéo. Mais qu'est-ce que cela signifie? Quand quelqu'un vous attaque, mais qui n'attaque pas ce que vous dites, ça veut dire que ce que vous dites est vrai. C'est la première des choses. Mais moi, je n'aime pas priver les gens de leur liberté de parler, de leur liberté de penser, parce que je me bats pour ça et je n'aimerais jamais qu'on me prive de ma liberté de penser, ni ma liberté de parler. Mais quand maintenant vous venez et que vous dites des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet dont on parle, en ce moment, je vais commencer à vous masquer. Je vous le dis donc de manière claire et officielle aujourd'hui. Celui qui commente encore une vidéo et qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans la vidéo sera totalement banni de la vidéo. Il sera bloqué, il sera masqué. Je ne vais même pas vous bloquer, je vais vous masquer tout simplement. Parce que YouTube donne cette possibilité. Je vais vous masquer. Vous pourriez voir les vidéos, mais vous ne pourrez plus commenter. C'est-à-dire, quand vous allez commenter, vous serez le seul à voir votre commentaire. Parce que vous serez masqué. Vous allez continuer de voir les vidéos, mais vos commentaires, vous serez les seuls à les voir et personne ne va plus les voir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, laissez les commentaires constructifs, les commentaires instructifs, qui peuvent nous permettre aux gens de vous répondre. Parce que même si moi je ne vous réponds pas, il y a des personnes qui peuvent vous répondre. Parce qu'il y a des personnes très intelligentes qui sont sur cette chaîne, vraiment très remplies de connaissances, qui comprennent et qui savent ce qu'elles sont en train de chercher sur la chaîne. Voilà. Donc vous qui venez attaquer la personne, la nationalité, des sujets qui n'ont rien à voir avec les sujets principaux des vidéos, en ce moment-là, vous serez tout simplement banni de la chaîne. Donc revoyez votre système. Nous ici, nous menons un combat de liberté. Je vous laisse votre liberté de penser. Attaquez si vous voulez, mais que vos commentaires soient instructifs. Dites-nous ce qu'Alassane Ouattara a fait et on vous dira pourquoi on pense qu'il ne l'a pas fait. Nous pensons que c'est un dictateur et nous apportons les preuves ici tous les jours. Le ministre Kone Katina vient encore d'étaler ici, avec preuve à l'appui, à combien de raisons Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir, ne lutte que pour une chose, c'est de tuer le président. Je dis très bien, tuer d'abord physiquement. Après maintenant, tuer politiquement. Mais il n'a pas pu tuer physiquement parce qu'il n'est pas Dieu. Et il ne pourra pas tuer l'homme politiquement parce qu'il n'est pas Dieu. Et parce qu'il y a un peuple souverain en 2023 qui n'acceptera jamais que Babo tombe. Si vous n'avez pas pu tuer Babo, quand seulement les Ivoiriens se battaient avec lui, comment vous allez tuer Babo aujourd'hui alors que tous les Africains se battent de son côté? Vous ne pouvez pas oublier ça. La team, ceux qui ont écouté la vidéo, laissez un commentaire, partagez et likez si elle vous a intéressé. Restez donc connectés pour une prochaine vidéo.